Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 27e vidéo de la philosophie de combat. Dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques réflexions par rapport à ce qu'on vient de voir sur le début de ces discussions, ce propos livre sur la métaphysique. L'université française et d'ailleurs toutes les universités du monde ont une façon d'appeler tout ce dont je viens de parler. Et donc quand je parle par exemple de Platon, eh bien, on se rend compte qu'il y a deux réalités. Il y a celle du corps, celle matérielle, périssable, qui subit la maladie, etc. Et vous avez celle de l'âme, des dieux, celle de l'éternité, qui ne subit ni la maladie, ni etc. Et en fait, on va simplifier le discours en appelant ça le dualisme. Et quand on est chez Démocrite, on a une seule réalité qui sont les atomes, soumis à la nécessité, etc., etc., et on va appeler ça justement le monisme, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule réalité. Alors le monisme matérialiste, c'est comme ça qu'on va appeler la philosophie en gros, qui dit qu'il n'y a qu'une seule réalité qui sont la matière, les atomes par exemple, comme chez Démocrite, et on va appeler ça le monisme, donc une seule réalité matérielle, elle est matérielle, ce sont les atomes soumis à la nécessité, dans ce grand tourbillon, etc. Et donc on va appeler ça le monisme matérialiste. Chez Héraclite, il n'y a qu'une seule réalité, pareil, qui est combinée dans un ensemble compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, on dira que Héraclite est un moniste, qu'il n'y a qu'une seule réalité, mais qu'elle est composée de forces en tension. Donc c'est un monisme dialectique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule réalité du monde, mais en fait cette réalité, elle est dialectique. Elle n'est pas juste matérielle, elle est plus compliqué que ça, c'est un ensemble, mais qui est uni au final, donc on va dire un monisme. Par contre, chez Platon, vous aurez justement un dualisme, parce qu'il y a vraiment une séparation totale entre le corps et l'âme, pour aller simplement, c'est-à-dire entre un monde des idées, le monde de l'intelligible, le monde de tout ce qu'on peut toucher et embrasser du doigt ou du regard ou de l'esprit, euh, on peut juste embrasser par l'esprit, pardon. Donc seul notre esprit est capable d'atteindre cette réalité. Et cette réalité-là, c'est le monde des idées, c'est le modèle à partir duquel s'est inspiré Dieu, etc. Et il y a l'autre réalité qui est celle du monde dans lequel on vit, là, de mon stabilo, là, par exemple, jaune fluo, eh bien, il y a la réalité de mon stabilo jaune fluo. Et ça, c'est le monde de la matière. Et ces deux mondes ne sont pas interpénétrés. Ils sont complètement différents. Le monde, justement, de la matière et l'autre monde qui est complètement spirituel. Et on va appeler cette vision du monde un dualisme transcendantal. Pourquoi transcendantal? C'est parce que il est, alors on va pas tout expliquer Kant tout de suite, mais en gros, transcendantal, il dépasse la compréhension de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a deux réalités, dont une qui nous dépasse, et qui est transcendantale, c'est-à-dire qui ne part pas de nous, mais qui part justement d'un espèce de Dieu, ou qui part de transcendantal chez Kant. On va voir plus tard ce que ça voudra dire très exactement. Mais en gros, il y a une réalité physique, certes, mais il y a aussi toute une réalité qui nous dépasse, qu'on ne peut pas percevoir, qu'on peut juste penser, si vous voulez, et cette réalité existe. Et justement, souvent, ceux qui vont faire du dualisme transcendantal, eh bien, ils vont justement dire que souvent le monde de l'intelligible, le monde de l'esprit, le monde des idées est supérieur au monde réel, au monde tangible et touchable. Celui qu'on peut toucher, le monde de la matière, est inférieur au monde de l'esprit qui lui est supérieur. Et c'est souvent, et c'est d'ailleurs toujours comme ça aujourd'hui qu'on pense, heureusement ou malheureusement, mais quand vous regardez qui sont dans la société les gens les mieux payés, bah, ce sont souvent ceux qui sont capables de grandes constructions intellectuelles et ceux qui sont capables je sais pas, hein, des charpentiers, des gens, des plombiers, des gens qui mettent les mains dans le cambouis sont souvent moins bien payés parce que on est toujours dans cette idée que bah, l'esprit, euh, ce qui a à voir avec l'esprit est supérieur à ce qui a à voir avec la matière. C'est comme ça qu'on pense en France par exemple, et c'est pour ça que si vous avez fait des grandes études, on estime que vous êtes capable de, etc., etc. Et donc on va appeler ça le dualisme transcendantal. Et en fait, pourquoi on peut pas vraiment dire dualisme dialectique? Je me suis posé la question aussi, parce que finalement, Héraclite dit qu'il y a un feu éternel, etc. Il parle pas vraiment de matière, mais comme on sent que chez Héraclite, il y a comme une phrase que le monde est un tout uni, mais si vous voulez, uni comme l'arc, c'est uni dans une tension uni
unis dans des forces et des tensions opposées. Donc en fait, si vous voulez, on dit monisme dialectique tout simplement parce que il n'y a pas deux réalités qui sont complètement séparées l'une de l'autre. Là, il n'y a qu'une seule, il y a effectivement des deux réalités, mais elles ne sont pas séparées, elles sont dialectiques, elles s'interpénètrent complètement. Alors que chez Platon, il y a plutôt deux réalités, mais qui ne s'interpénètrent pas. Le corps n'a rien à voir avec l'esprit, et c'est pour ça que Platon vous dirait plutôt de vous concentrer sur votre corps que sur votre âme que sur votre corps par exemple. Et que Démocrite, lui, ne voyant et n'imaginant et n'ayant qu'une métaphysique que de la matière, et qui n'existe que de la matière, soumis à la nécessité, eh bien il faut justement se concentrer sur cette matière. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais ça veut dire beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une philosophie grecque, il y a des philosophies en Grèce, en fonction de la ville, en fonction de beaucoup de choses, en fonction de votre origine sociale, en fonction de voilà, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer qui vont, enfin, je veux dire, si on fait de l'histoire, on va se rendre compte que c'est très compliqué en fait. Il y a aussi l'histoire qui intervient dans le fait que tel ou tel auteur ait choisi telle ou telle vérité plutôt qu'une autre, et donc il y a des philosophies en Grèce déjà qui sont très différentes. Je veux dire, quand on est chez Démocrite, on n'est pas chez Platon et on n'est pas non plus chez Héraclite. Et on n'est pas non plus, d'ailleurs, non plus chez Aristote finalement. Donc il y a vraiment des philosophes, et comme chacun a son point de vue sur comment on pourrait répondre à la question d'où vient le monde par exemple, eh bien vous allez voir que chacun, par rapport à des questions qui pourraient vous toucher bien plus personnellement, chacun aurait aussi une réponse différente à vous donner. Par exemple, si vous avez une sale gueule, ça peut arriver, et que vous alliez voir Platon, et vous dites Platon, j'ai une sale gueule, qu'est-ce que je fais? Et ben Platon va, c'est un philosophe, donc il a réfléchi à toutes ces questions-là, il va partir de sa métaphysique pour finalement vous donner une réponse qui sera à peu près la suivante, j'imagine. Il va vous dire, bah écoute, t'as une sale gueule, mais t'es une perfection en toi-même, puisque le Dieu qui a créé le monde et qui t'a créé aussi a créé le monde en idée de sa perfection, puisqu'il est parfait, et comme on peut pas remettre le travail de Dieu en cause, ni la société comment elle fonctionne en cause, puisqu'elle est parfaite, puisque c'est Dieu qui l'a créée, eh bien le fait que tu penses avoir une sale gueule, qui est déjà une mauvaise représentation certainement de toi-même, eh bien, te pose un problème, mais en fait, tu ne te rends pas compte euh, parce que tu es face à une représentation qui n'est pas bonne du monde, tu es une perfection à toi-même, à toi seul, et tu ne peux pas avoir une sale gueule, c'est impossible, tu n'es pas Dieu pour pouvoir juger une telle chose. Je veux dire, l'œuvre de Dieu est parfaite, et donc ta gueule est parfaite, même si tu penses avoir une sale gueule. Alors, Platon, en plus, rajouterait sans doute quelque chose du style écoute, ça va bien maintenant, tu t'occupes tout le temps de ton corps, de comment il est, etc. Mais ça, on s'en fout, c'est pas important le corps. Ça, c'est périssable. Tu vas vieillir, tu vas mourir, tu vas attraper des maladies, tu vas attraper des pustules, des furoncles. Enfin bon, tu en les dire avec le temps. Et tu pleurniches parce que t'as une sale gueule, mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que tu sois connecté au monde des idées, c'est que tu purifies ton âme. Et pour purifier son âme, il faut faire de la philosophie, il faut réfléchir, il faut étudier toute sa vie. Il faut pas vraiment s'occuper du corps, il faut plutôt s'occuper de son âme, surtout d'autant plus que quand on a une sale gueule, on peut vraiment s'occuper de son âme, la purifier au maximum, et peut-être que si tu auras dans ta vie suffisamment purifié ton âme, quand tu feras ton petit séjour en enfer, et tu reviendras sur cette terre, tu reviendras dans la peau d'un beau jeune homme, parce que tu auras justement purifié ton âme, et ton âme voudra un corps magnifique, et il aura la supériorité du choix par rapport aux autres, il vous sortirait sans doute quelque chose de ce goût-là, et voilà. Alors on dit cette question, cette réponse vous paraîtrait ridicule, mais en fait pas du tout. Je veux dire, si aujourd'hui un handicapé par exemple vous dit, c'est toute la problématique des Jeux paralympiques par exemple, si un handicapé vous dit voilà, je suis handicapé mais j'aimerais faire du sport, alors on peut, si c'est possible, lui permettre de faire du sport, on peut aussi lui dire bah c'est pas possible. Et on pourrait y tenir le même discours que Platon, sans parler de l'âme, sans parler de la réincarnation de ces choses-là, mais on peut lui dire profite de cette occasion pour essayer de développer d'autres qualités que tu as en toi. On ne parlerait pas d'âme aujourd'hui, mais on dira tu as des potentialités. On dirait fais de la musique, fais je sais pas, de la philosophie par exemple, etc. Alors c'est toujours très compliqué, mais on peut dire cette réponse me plaît pas. On peut aussi dire euh, faisons avancer la science de sorte à ce que tous les handicapés et tous ceux qui veulent faire du sport, indépendamment de leur corps,
puisse en faire. On peut, je veux dire, il y a plein de solutions à ce problème, mais à court terme, quand on réfléchit à cette question-là, on essaye de trouver les solutions qu'on peut, et puis si la science permet d'en trouver d'autres, bah tant mieux. Donc vous voyez, par rapport à toutes des problématiques actuelles, et c'est très bien qu'il y ait des Jeux paralympiques, c'est très bien aussi qu'il y ait des handicapés qui disent bon, bah j'admets que j'ai, ou des gens qui ont une sale gueule, j'admets que j'ai une sale gueule, et je vais m'orienter, je vais pas essayer de purifier mon âme, parce qu'on n'en est plus là aujourd'hui, mais je vais essayer de développer d'autres potentialités. Et c'est aussi possible, on peut le faire. Alors ça a l'air c'est un peu triste parce que souvent les gens vous disent ouais voilà t'as fait de la musique, t'as fait de la philo, t'as fait ceci parce que t'étais pas capable de développer autre chose. Alors justement il faut aussi développer son esprit, la force de son esprit. Donc la réponse de Platon en elle-même, même si elle peut avoir la ridicule aujourd'hui, a quand même une certaine valeur si on l'a ressuscité un peu aujourd'hui. Alors pareil, si vous avez une sale gueule, et vous allez voir Démocrite. Voilà ce que Démocrite, le philosophe qui rit, vous répondrait certainement. Démocrite vous dirait bon bah t'as une sale gueule, c'est la nécessité, c'est-à-dire que si t'avais eu le choix, comme le prétend Platon, bah t'aurais choisi d'avoir un corps beau, un corps intelligent, enfin je veux dire un cerveau bien développé, enfin tu aurais préféré avoir les meilleurs atomes possibles assemblés dans un corps d'être humain. Voilà, et comme t'as rien choisi du tout à aucun moment, alors on a beau prétendre que t'es passé par les fleuves de l'enfer qui s'appellent le Léthé, et donc que t'as tout oublié, mais Démocrite dirait ça c'est la vision de Platon, et Démocrite dirait qu'il n'est pas d'accord, que tu es un composé d'atomes, et que donc tous tes atomes, la façon dont ils sont mis, obéissent à une nécessité dont tu n'as pas le choix, c'est-à-dire que tu as une sale gueule euh, parce que c'est la nécessité qui veut ça. Si tu avais eu le choix, tu aurais sans doute eu une belle gueule d'ailleurs. Alors, Démocrite, évidemment, saurait très bien que si vous répondez ça, il n'aurait pas résolu le problème. Alors, il pourrait, par contre, soulager votre esprit avec un peu de finesse. Il vous dirait certainement quelque chose comme, mais tu vois, ceux qui sont beaux de naissance, par exemple, eh bien, eux, c'est vrai qu'ils ne le sont pas laids. C'est logique puisqu'ils sont beaux. Mais par contre, c'est aussi des atomes. Ils sont aussi constitués d'atomes. Il se trouve que eux, leurs atomes sont un petit peu mieux. Pendant un tout petit laps de temps, ils sont mieux positionnés sur un visage, etc., que les tiens. Mais au final, avec le temps et avec la nécessité des atomes, sauf si vous faites de la chirurgie esthétique, mais à l'époque c'était pas encore le truc, eh ben la nécessité va faire que votre peau va se rider, que vous allez pas devenir moche, mais que votre pouvoir de séduction va diminuer avec le temps, quoi que vous fassiez de toute façon. Même George Clooney, par exemple, même Brad Pitt, même Leonardo DiCaprio, même tous ces jeunes premiers du cinéma, eh bien, le temps les rattrape, qu'ils le veuillent ou non, ils finiront par avoir un gros nez, par des rides, il va leur manquer une dent, ils auront des problèmes rénaux, enfin, tout ça, ça va leur arriver, quoi qu'il arrive. Donc finalement, Démocrite vous dirait, bah voilà, toi t'es né laid, et puis tu vas le rester, et celui qui est né beau, c'est vrai qu'il a deux choses une bonne et une mauvaise que tu ne connais pas encore. La première, c'est bah oui, il est beau. Et la deuxième, c'est qu'il va devoir apprendre à devenir laid. Alors que toi, t'as pas le choix de vivre avec ça. Donc, faut faire de nécessité vertu, grande phrase en philosophie, faire de nécessité vertu. Donc si tu es né laid, si tu as une sale gueule, eh bien, si c'est nécessaire, si c'est les atomes qui veulent ça, pourquoi s'embêter? Il faut juste que alors, justement, on va essayer d'atteindre ce qu'il appelait l'optimisme, c'est-à-dire une absence de trouble. C'est-à-dire, bah, t'as une sale gueule, et puis c'est tout. Et si tu sais très bien que si t'avais le choix, t'en aurais une très belle gueule. Et comme là, t'as pas le choix, eh bien, accepte tout simplement cette nécessité qui t'oblige à être. Et de toute façon, la nécessité va aussi obliger le beau garçon. Dans la Grèce antique, on disait un éphèbe. Un éphèbe, c'était quelqu'un qui faisait son service militaire, un jeune grec qui faisait son service militaire. Eh bien, voilà, l'éphèbe, lui, il est beau, il a de la chance, c'est vrai, mais il va aussi devoir apprendre à devenir laid. Et ça, c'est aussi de voir son potentiel de séduction se dégrader au fur et à mesure du temps. Ça va être très difficile pour lui à gérer. Et ça, tu n'auras jamais à le gérer, toi qui es né laid. Donc finalement, accepte que la nécessité et le temps, et voilà, accepte la nécessité du monde finalement. Et puis réjouis-toi de savoir que finalement ceux que tu trouves beaux et qui te méprisent parce qu'eux ils sont beaux et toi t'es laid, eh bien un jour eux ils deviendront laids aussi, et c'est ce moment-là que tu rigoleras bien.
Je pense un peu, c'est pour ça que finalement Démocrite est le philosophe qui rit, parce que si on suit sa théorie jusqu'au bout, peu importe qu'on soit né beau, intelligent, moche, enfin peu importe comment on est tous soumis à la nécessité et que finalement il y a une grande justice dans tout ça, c'est que bah, comme on est tous soumis à la nécessité, même l'homme le plus puissant du monde, même le plus riche, même le plus salopard de tous les hommes, étant soumis à la nécessité, eh bien il va mourir, eh bien il va vieillir. Dans le sens plutôt, il va vieillir puis il va mourir. S'il avait été beau, il va devenir moche. S'il avait été intelligent, il va devenir gâteux, etc. Et donc rions, voilà, rions d'être bête et laid, parce que finalement c'est la nécessité qui veut ça. Donc voilà, rions, même si c'est d'un rire un peu jaune. Alors encore un autre philosophe. Alors là je m'aventure un peu. Je suis pas tout à fait sûr de qu'est-ce que Héraclite vous répondrait si vous disiez Héraclite, dis-moi qu'est-ce que je dois faire, j'ai une sale gueule. Je pense que si vous veniez voir Héraclite et vous lui proposiez ce problème-là, il vous dirait sans doute, mais écoute, je vois le problème, je comprends bien. T'as une sale gueule, ça se voit, on va pas se mentir, mais je vois comment tu perçois ton problème, mais je comprends pas pourquoi tu trouves qu'il y a un problème en fait. Parce que lui, il est dans la complexité du monde et dans la sagesse la plus, dans l'investigation de la sagesse. Et vous ferez sans doute demander, mais mon cher ami, toi qui dis que t'as une sale gueule, qu'est-ce qui te fait, pourquoi ça te rend malheureux? Et vous voyez, et déjà ils se sont dit, ah ben, ça me rend malheureux parce que j'aimerais être beau, parce que j'aimerais séduire les filles. Donc ce qui te rend malheureux, c'est pas d'avoir une sale gueule, c'est de pas réussir à séduire les filles. Et il va vous faire entrer dans un monde justement où en fait on part d'un problème simple et tout devient compliqué en fait. Et justement, le truc, ça serait justement de vous faire prendre conscience de la complexité du monde et qu'en fait, si vous êtes né moche, a priori, si on est vraiment honnête et si on est dans la dialectique et si on est dans la complexité, on se rend compte que mais il n'y a pas de raison d'être malheureux d'être né moche, quoi. Je veux dire a priori on va se dire ah bah c'est pas bien, c'est pas cool, je préférais naître beau, mais Héraclite lui dirait justement mais où est le problème, et cherche où est le problème. C'est justement, et quand tu vas trouver où est le problème, tu vas trouver qu'est-ce que tu veux vraiment et tu vas trouver d'autres manières de les résoudre que de juste pleurnicher en disant voilà je suis pas né beau donc je suis moche, mais ça veut absolument rien dire sur rien du tout. Et de justement cette réalité il faut allume ta flamme, tu vois, deviens un plus intense que jamais et trouve philosophe, tu vois, trouve la solution en toi. Je pense que la plupart des gens pourraient résoudre leurs problèmes très simplement au lieu de pleurnicher, de chercher pourquoi ils sont malheureux. Et souvent, on préfère se pleurnicher et plaindre que plutôt trouver une solution. Et des solutions, il y en a toujours plein. C'est toujours plus complexe qu'on croit. Et finalement, là, on parle d'avoir une sale gueule, par exemple, mais je veux dire, il y a des tas de gens qui ont effectivement une sale gueule, mais ils ont un charisme incroyable. Pensez tout simplement à quelqu'un comme Serge Gainsbourg. Pensez à, voilà, c'est le seul exemple qui me vient à l'esprit d'ailleurs, mais pensez à Serge Gainsbourg par exemple. Alors si oui, il était chanteur, oui, mais au départ, il avait une sale gueule. Et en plus, bah, il a connu la Seconde Guerre mondiale comme un juif avec une étoile, etc. Donc c'est pas quelqu'un qui est parti dans la vie avec les meilleurs atouts du monde, mais c'est quelqu'un qui a persévéré, vous voyez. C'est quelqu'un qui a fait de son... D'accord, j'ai une sale gueule, mais il a une personnalité incroyable, attachante. Il est drôle. Vous voyez, il y a des tas de choses qui font que lui, c'est un bonhomme. D'ailleurs, Serge Gainsbourg, son dernier concert, je crois que c'était au Zénith. Si vous voulez écouter du bon Serge Gainsbourg, c'est en live là au Zénith, il est excellent. Il est vraiment vraiment excellent. Donc, alors certes, oui, il fumait comme un pompier. Certes, il aurait préféré sans doute avoir une vie normale comme tout le monde, comme voilà, tout le monde voudrait avoir une vie comme Monsieur Tout le Monde, et puis finalement on se rend compte, bah, on est né moche, on est né handicapé, on est né pas très intelligent, et puis en fait, on croit que c'est totalement une nécessité, ou on croit que bah il va justement falloir faire un croix sur un certain nombre de choses, etc. Et je pense que la réponse d'Héraclite aurait été encore d'un autre niveau, et peut-être pas d'ailleurs. Ils n'auraient pas trouvé une solution comme Platon ou Démocrite qui vous aurait dit, bah, écoutez, justement, vous avez un problème, c'est bien. C'est bien d'avoir des problèmes, parce que c'est justement dans les problèmes qu'on voit des contradictions et qu'on va essayer de les résoudre.
Voilà, d'ailleurs quand je dis ça, hein, vous avez quasiment déjà tout compris à la phénoménologie de l'esprit de Hegel. C'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire que on voit des problèmes dans sa vie, on a une sale gueule, mais en fait, c'est juste on perçoit ce problème-là, et en fait, la perception de certains problèmes nous empêche de les résoudre parce qu'on n'a pas la capacité qui est souvent dialectique. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur la dialectique, de pouvoir se poser la bonne question qui nous permettrait d'obtenir ce qu'on désire dans la vie, etc., etc. Je pense certainement si on avait demandé à Aristote, j'ai une sale gueule, qu'est-ce que je fais, il vous aurait dit, bah, étudie l'esthétique. Parce que vraiment Aristote, c'était le prototype même du comment dirais-je, du professeur, et si vous aviez un problème, il aurait dit tais-toi, assieds-toi et écoute, et apprends. Vous voyez, il aurait une solution comme ça très. Si on aurait vu d'autres philosophes, je pense que je vais vous en parler, c'est Zénon de Cityon, qui est le fondateur de l'école stoïcienne. Je pense que il vous aurait dit justement dans un premier temps de vous abstenir de pleurnicher, de rester stoïque, justement. C'est de là d'où vient le mot stoïque. C'est-à-dire qu'on reste de marbre, hein. On a du flegme, c'est-à-dire qu'on se laisse pas brouiller dès qu'on nous dit ah t'es moche, ben on s'en fout. Vous voyez, on laisse le flux héraclitien. D'ailleurs, justement la grande pensée stoïcienne vient d'Héraclite. Euh, et en fait, l'idée étant le monde c'est un flux, et il faut savoir ne pas se laisser emporter par ce flux, ni dans l'oubli, c'est-à-dire ne pas rien faire, ni se laisser emporter dans une espèce de ce qu'on pourrait appeler une névrose du quotidien, c'est-à-dire machin il a dit que truc, il a dit que machin, il a fait que, vous voyez, vous laissez emporter par des petites histoires sans intérêt. Non, il faut rester stoïque justement face aux problèmes, etc. On a une sale gueule, réfléchissons calmement, prenons le temps, c'est pas grave en soi, on va trouver une solution, mais ne nous laissons pas emporter par des désirs, des choses qui nous emportent au quotidien, comme par exemple le désir sexuel ou le désir de picoler ou le désir de ceci. Voilà, restons un peu de marbre. Voilà. Et puis justement, des philosophes comme Épicure auraient sans doute trouvé une solution qui serait plus dans ce que je développerai plus tard, l'ataraxie, hein, c'est-à-dire l'absence de trouble, c'est-à-dire justement, écoute, t'as un problème, il va falloir que tu vives avec, parce que justement, Épicure a beaucoup pris de la philosophie de Démocrite, et justement, essaye de sache essayer d'apprendre à vivre avec une sale gueule, par exemple. C'est pas facile, mais quand on a réussi ça, je veux dire, le reste, payer après, trouver un travail, payer des impôts, trouver une femme, faire des enfants, le reste, on s'en fout, quoi. Il y a plus de problème. Une fois qu'on a résolu ce problème, eh bien, on est dans l'absence de trouble, quoi. Je veux dire, peu importe ce qu'on vous dit, peu importe les regards méprisants qu'on vous donne toute la journée, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Ça vient, ça part, et puis c'est fini, quoi. Encore un petit, là je vais changer de thème, hein, mais quand on dit qu'on est malheureux, là pareil, sur le bonheur, chacun aurait sa solution, hein. Platon aurait sans doute dit que le bonheur c'est de mourir en philosophe, un peu à la Socrate, c'est-à-dire de mourir sage, parce qu'on va enfin retourner dans le monde éternel des idées, et on va pouvoir complanter la vérité en soi, hein, comme j'ai pu le dire avec le vocabulaire d'Aristote, c'est-à-dire qu'on va voir l'essence des choses et on va arrêter de voir des illusions, puisque chez Platon il y a vraiment l'idée que ce monde-là, ce crayon, tout ce que je vois autour de moi, tout ça n'est qu'une illusion, et la vérité, l'essence des choses, elle se trouve ailleurs. Et le bonheur, c'est justement de pouvoir mourir en philosophe et de retourner vers l'essence des choses, comme chez les chrétiens, comme chez tous les gens qui sont prêts à se suicider pour Dieu. Eh bien, il y a l'idée de revenir vers l'essence primordiale qui serait de revenir vers Dieu, et et, euh, et justement c'est je veux dire faire se dire que le bonheur pour quelqu'un qui a vraiment la foi en un Dieu, c'est de faire tout, c'est de livrer son corps et son âme complètement à Dieu, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui serait prêt à mourir pour Jésus ou pour Allah, alors ça fout les jetons aujourd'hui, mais en même temps, il y a une époque, c'est comme celui qui était prêt à mourir à la guerre. Je veux dire, il y avait rien de plus beau, quoi. C'était mourir sur le champ d'honneur, ça donnait un sens à toute une vie, quoi. Et aujourd'hui, on retrouve un peu cette idée-là de mourir dans l'honneur, qu'on a beaucoup eu en France, contrairement à ce qu'on peut croire, je veux dire, du 10e au 15e siècle, hein, jusqu'à, en gros,
du Xe au XIIe siècle, jusqu'à Azincourt, en gros, jusqu'aux grosses défaites de l'armée française contre l'armée anglaise. On avait vraiment cet idéal d'honneur chevaleresque qui était mais partout en France. Il n'y avait rien de pire que désobéir à la parole qu'on avait donnée. Imaginez un Français aujourd'hui qui vous donne une parole, vous ne souvent vous dites je préfère les écrits parce que les écrits restent et les paroles s'envolent. Mais à l'époque du monde féodal en France où il y avait des chevaliers, etc. Le code de l'honneur et tous ces choses-là, c'était vraiment des choses pour lesquelles on était prêt à mourir, mais sans y même y réfléchir, quoi. C'est ça, la question se posait pas. Il fallait mourir à la guerre presque. C'était plus honorant. Et d'ailleurs, on s'est fait, les Français se sont fait, je crois, défoncer à Zincourt parce que ces crétins voulant tous mourir pour l'honneur, ils sont tous sautés sur les Anglais en même temps, ce qui fait qu'ils n'avaient pas de place pour se battre, alors que les Anglais, ils étaient malins, ils avaient préparé le champ de bataille. Donc finalement, je veux dire vraiment prêt à se suicider, même pour n'importe pour rien, quoi. Donc voilà. Savoir qu'en France, contrairement à ce qu'on peut croire, on a été des fous de Dieu, des fous de l'amour de l'honneur, pire que les Japonais. Je veux dire, on a vraiment été prêt à mourir pour Dieu. Alors déjà, en plus, je veux dire, à l'époque, il y avait pas de médecine. 15% des femmes mouraient en couche. Enfin, c'était vraiment au corps, quoi. On perdait des enfants on avait une dizaine d'enfants dans sa vie, on en perdait 5, c'était pas très grave, quoi. Et en plus, ceux qui arrivaient à l'âge adulte, eh ben, ils voulaient mourir à la guerre pour l'honneur, enfin, vous voyez un peu le genre, quoi. Donc, très 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 bien de voir que ce que dit Platon a quand même une valeur, même si j'ai pu beaucoup le critiquer, parce que c'est vrai que toujours s'occuper du monde matériel, c'est parfois un peu pénible, et pour être heureux, quand on est malheureux, c'est parce que souvent, comme dans certaines philosophies, comme la philosophie bouddhiste, ben justement on est malheureux parce que on veut, comment dirais-je, on est malheureux parce qu'on a des désirs qu'on n'arrive pas justement des désirs presque hubriciels, hein, c'est-à-dire des désirs qui nous conduisent à l'hubris, ou on est obligé de rentrer dans l'hubris pour combler ses désirs. Bref, on a des désirs qui nous dépassent, et donc il faudrait faire des choses, un peu tout et n'importe quoi pour obtenir la satisfaction de ces désirs. Et justement, l'idée de Platon, c'est arrêtons les désirs matériels comme ça et soyons un peu plus dans la recherche, dans la sagesse, dans la philosophie. Et d'ailleurs, c'est même la même idée soyons un peu plus dans la recherche scientifique. Certains scientifiques sont prêts à mourir pour la science parce que ça leur semble vraiment un idéal pour lequel on serait prêt à mourir la, la, la Marie Curie, enfin ils savaient pas trop à l'époque, c'est vrai que c'est pas un bon exemple, mais beaucoup de chercheurs même si bon exemple très récent à Fukushima par exemple, il y a des tas d'ingénieurs de centrales atomiques qui ont été prêts à mourir pour arrêter ce réacteur, pour sauver les alentours de la ville de Fukushima au Japon, parce que je veux dire il y a vraiment des gens, et il y en a, et heureusement qu'il y en a d'ailleurs, qui sont prêts à mourir pour quelque chose qui leur semble juste, hein. D'ailleurs la révolution, enfin tous ces gens-là, je veux dire la logique de Platon, elle est très très puissante dans l'idée que faut arrêter de toujours penser à ses orteils et son nombril, et il faut justement rentrer dans la vie à fond et être prêt à mourir pour certaines choses qui peuvent nous dépasser. Donc beaucoup moins en France, beaucoup moins aujourd'hui bien sûr, mais n'oubliez pas que si vous êtes malheureux, on peut vous donner cette réponse-là. Et aujourd'hui, on vous dirait, ah bah si tu te fais embobiner par une secte ou je sais pas quoi, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on disait que justement le fait d'être prêt à mourir pour ses idées était valorisé. Beaucoup moins maintenant, mais ça l'a été longtemps. Dans des pays comme la France, le fait qu'aujourd'hui on sera prêt pas à mourir pour grand chose est finalement quelque chose d'absolument et de vraiment très très récent, quoi. Donc voilà, quand vous dites je suis malheureux à Platon, il vous donnerait des réponses dans ce que Kant appellera le transcendantal, donc c'est ce qui est universel et qui nous dépasse, quoi. Si pareil, on disait qu'on était malheureux à Démocrite, je pense que déjà ça le ferait rigoler, parce que pourquoi Démocrite serait l'homme qui rit, c'est parce que il dirait mais pourquoi est-ce comment peut-on être malheureux dans ce monde? Je veux dire, la nature en elle-même, que aucun dieu n'a créé, les atomes, quand ils s'assemblent, voilà, eh bien les atomes entre eux sont, je veux dire, le fait de leur assemblage a fini par créer une planète, des animaux, etc., etc. Et cet assemblage-là veut que l'on existe.
Alors pourquoi on est malheureux? Le monde, le principe même de tout ce qui anime le monde, c'est-à-dire les atomes, veut que l'on existe. Pourquoi est-ce qu'on serait pas juste heureux de savoir ça? Tout le reste, à la limite, on s'en fout. Et c'est pour ça qu'il faut atteindre une certaine la zen attitude, comme on pourrait dire aujourd'hui. Il faut être zen, faut être cool. Je veux dire, où est le problème? Si les atomes, si toute la matière de ce monde veut que l'on existe par nécessité, parce que je veux dire, il n'y a pas à réfléchir. On existe par la nécessité de la nature. C'est comme ça. Il n'y a pas de raison d'être malheureux dans ce monde. On devrait juste être heureux d'exister, de savoir qu'il y a des tas de choses qui n'existeront jamais parce que les atomes ne peuvent pas obéissent à des lois physiques. Et tant mieux d'ailleurs, mais l'une de ces lois physiques veut que l'être humain existe. Soyons juste heureux de ça, quoi. Et soyons pas justement, soyons humbles, quoi. Si le monde veut qu'on existe, c'est déjà pas mal. Après, pourquoi est-ce qu'on serait encore plus heureux? Et il vous dirait justement, si vous voulez être heureux, arrêtez de vous tracasser, quoi. Arrêtez de vous prendre la tête. Soyez cool. Enfin, il dirait pas ça comme ça, bien sûr, mais il dirait, voilà, arrêtez d'être là. À toujours vouloir du bonheur, essayez de vous contenter de ce que vous avez, essayez d'aimer cette nécessité parce que de toute façon il n'y a pas grand chose d'autre comme force qui anime l'univers. Voilà, ce serait un peu la réponse de Démocrite, soyons juste heureux d'exister. Et puis la réponse d'Héraclite, alors je suis pas sûr que je pourrais la donner là, mais si vous dites que vous êtes malheureux, bah pareil, il va vous faire un questionnaire, une enquête de police. Pourquoi est-ce que tu es malheureux? Comment est-ce que tu sais que tu es malheureux? Comment tu sais à quel moment tu passes d'un état où tu es heureux à un état où tu es encore moins heureux? Puisque si tu es malheureux, c'est qu'avant tu as été plus heureux, donc il y a eu un échange de température entre le moment où tu es plus heureux et le moment où tu es moins heureux, et tu as ressenti ce moment où t'es de malheur, et tu dis je suis malheureux, mais comment et qu'est-ce qui est arrivé? Vous voyez, il vous ferait vraiment vous prendre compte que bah, vous êtes tiré par des forces et il y a une force qui est plus forte que l'autre, et comment vous devriez retirer dans le bon sens pour justement revenir dans un état où vous êtes soit dans l'ataraxie, c'est-à-dire dans l'absence de trouble, soit vous êtes juste heureux, soit vous êtes bien avec vous-même, etc. Et on peut être bien et heureux dans l'action, hein, c'est Aristippe de Cyrène d'ailleurs qui était comme ça. Lui il allait au bordel, il allait philosopher au bordel. Et un autre grand lieu de la philosophie dans la Grèce antique, c'est Aristippe au bordel. Et, euh, et justement, il disait voilà, le bonheur ça se cherche. On peut aussi être comme ça, hein, je veux dire, ça peut pas forcément de la réflexion. Le bonheur, ça se cherche, ça s'expérimente. Enfin, on pouvait avoir cette idée-là faut vivre une vie complète avec beaucoup d'expérience. On pouvait avoir aussi cette réponse-là qu'on pourrait avoir chez Aristippe de Cyrène. Et je pense qu'on aurait la même chez Héraclite dans le sens où il faut avoir un mouvement dialectique, un mouvement de réflexion avec des thèses opposées pour pouvoir justement se rendre compte de qu'est-ce que pourrait être le bonheur et comment je pourrais augmenter mon bonheur. Après pareil, chez Aristote, je pense que le bonheur aurait été mais souvent dans tous les philosophes que quasiment j'ai lus, c'est rare que vous trouviez, ça existe quasiment pas d'ailleurs que vous trouviez un philosophe ou un sage qui vous dise mais le bonheur ça s'obtient par un excès. Vous voyez, il n'y a jamais de philosophe qui va vous dire on peut être heureux en faisant un excès de, je sais pas, de chocolat, de femme ou d'alcool. Justement, les philosophes vous diraient soit il faut justement ne pas rentrer dans le système du désir parce que parfois ça amène à l'hubris, soit certains philosophes vous diraient faut aller au seuil de l'hubris, vous voyez, il faut aller au bout de vos limites, justement, vous allez au bout de vos limites et de vos désirs, vous êtes heureux, mais il faut juste savoir se dire à un moment donné, il faut savoir justement tempérer les choses et ne pas aller au-delà d'une certaine limite. Et ça peut être une autre vision pour être heureux. Et moi je trouve que celle d'Aristote est aussi très bien, vraiment un éloge de la simplicité, de ne pas vouloir des choses qui ne servent à rien, vouloir des choses qui sont utiles comme la connaissance et le savoir. C'est d'ailleurs les conseils qu'il donne à son fils dans Éthique et Nicomaque, c'est justement de vivre simplement, d'avoir des amis, d'être heureux avec ses amis et de toujours essayer de faire croître la capacité des connaissances de l'être humain. Voilà. Et pour ce qui est de la mort, pareil, bah, vous avez chez Platon, j'ai déjà tout raconté, hein, et, euh, et chez les autres, la mort, ils l'affrontent de façon tous sereine finalement, puisque chez Platon, on sait où on va. Chez Démocrite, on n'a pas à se poser la question, puisque c'est la nécessité de la nature qu'on meurt, donc soyons heureux de mourir. Ne cherchons pas la mort, ne cherchons pas la nécessité est déjà là.
le monde est déjà de nécessité, ne rajoutons pas en plus une couche, quoi. Donc juste attendre notre heure avec sérénité. Alors faut savoir que Démocrite est mort à l'âge de 109 ans quand même, ça doit être le record du monde de l'époque, hein, parce que 109 ans, il y a 2300 ans, c'était Jeanne Calment, elle a fait 121 ans à notre époque. Donc faut bien se rendre compte que pour Démocrite, l'idée de vivre vieux était, enfin l'idée de mourir, et il en avait plus rien à foutre à la fin en plus, j'imagine. Plus le pauvre il est devenu aveugle, donc il pouvait plus travailler. Alors bon. Et puis pareil, chez Héraclite, je pense qu'il y aurait toujours le même travail, c'est-à-dire tu as peur de la mort ou tu t'inquiètes de devoir mourir, mais qu'est-ce qui t'inquiète réellement? C'est tes proches, c'est que tu vas devoir laisser tes proches, c'est que tu dois que tu avais pris goût à la vie, c'était que, enfin, il y avait voilà, tu vas pas pouvoir aider tes enfants ou les élever, je veux dire, il y a des tas de raisons et découvrons vraiment, ayons la sagesse de voir au-delà de j'ai peur de la mort et au lieu de faire n'importe quoi, plutôt essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette peur et voilà. Encore une petite réflexion qui n'a rien à voir, mais sur la nature, parce que beaucoup de ces gens-là vont utiliser le mot nature, et c'est un mot qui va compter quand on va parler du libéralisme, parce que le libéralisme est fondé sur l'idée que il y a une nature qui est plus juste, de l'ordre naturel de la nature est plus juste que un ordre naturel qui serait créé par les hommes. Et donc il faut laisser faire le marché qui, forcément, obéissant à la loi de la nature, est plus juste que si les hommes se mettent à y mettre des lois et tout un tas de choses. C'est pas basé sur rien, c'est pas complètement débile, c'est ni faux ni vrai, c'est complexe. Alors la nature, pour beaucoup de gens, quand on veut dire la nature, c'est-à-dire qu'on réfléchit à ce qui est à la base de tout, pas forcément la nature, les petits oiseaux et les hérissons, c'est la nature de l'homme, la nature du monde, et l'idée de nature, de qu'est-ce qui est vraiment l'essence de la chose qu'est le monde, quelle est son essence. Eh bien, beaucoup de gens vont vous dire, l'essence du monde, c'est la perfection. Et encore aujourd'hui, hein, c'est toujours la même chose. L'essence du monde est une perfection, qu'elle soit divine, qu'elle soit presque un hasard, parce que pour certains aujourd'hui, puis on dirait plutôt, c'est les probabilités mathématiques qui font que, etc. Mais justement, la nature est parfaite, et c'est tant mieux comme ça. Certains vous diraient, justement, la nature de la nature, ou l'essence de la nature, c'est pas la perfection, c'est la nécessité. Ce qu'il y a vraiment dans le fond du fond, si on réfléchit de qu'est-ce qui est normal entre guillemets, qu'est-ce que la nature, c'est la nécessité. Tout est nécessité, et tout agit en fonction de sa propre nécessité, comme les atomes chez Démocrite. Et donc ça implique beaucoup d'autres choses, une pensée complètement différente quand on voit les choses. Soit elles sont parfaites et elles touchent vers une perfection, donc pourquoi remettre en cause, par exemple, moi je pourrais dire à Marx, mais pourquoi tu veux remettre en cause l'ordre établi puisqu'il est déjà parfait? Et c'est un argument très puissant, parce que effectivement, même si vous me dites non, tout est nécessité, il faut battre, il faut lutter contre une certaine nécessité, ou tout est contingent, il faut lutter contre la contingence, donc la perfection, par exemple, si elle est voulue par Dieu, c'est une perfection qui est contingente, c'est parce que Dieu l'a bien voulu, comme on l'a vu chez Aristote, hein, Dieu est un homme bon, donc il a voulu une terre bonne et vertueuse. Eh bien, oui, mais on peut dire, il l'a voulu, il aurait très bien pu vouloir autre chose, et peut-être que comme il avait le choix, il y a tout un tas de sentiments bizarroïdes qui se sont mêlés dans les volontés de Dieu, et il a mis un peu de mal dans le bien, etc. Donc elle n'est pas parfaite. Donc l'ordre social n'est pas forcément parfait. Même si on croit en Dieu, on peut admettre ça. Et comme l'ordre social n'est pas forcément parfait, et la nature n'étant pas forcément parfaite, parce que Dieu aurait eu le choix, justement, alors on peut quand même remettre un certain nombre de choses en cause, on peut critiquer le pouvoir, on peut se mettre à se dire, mais tout n'est pas parfait, donc je peux commencer à dire, on peut justement perfectionner les choses. Et justement, il y a cette idée de perfectibilité de l'être humain en tant que personne et en tant qu'histoire. C'est-à-dire l'histoire de l'homme, on peut toujours faire mieux. On le sait, au niveau des sciences, en tout cas, on est sûr. Et on peut toujours faire mieux au niveau de soi, on peut apprendre plus, savoir plus, connaître plus, mieux, etc. Et pareil, on pourrait dire, mais Dieu agit par nécessité. Dieu, il n'a pas le choix de créer le monde. C'est ça. C'est Dieu, comme dirait Spinoza, c'est l'essence de Dieu, c'est la puissance.
Et la puissance agit par la nécessité qui est sa nécessité de puissance, qui est de la puissance agissant par nécessité crée ce que sa puissance lui permet de créer, donc le monde. Et justement, on peut dire, bah voilà, bah, tout est nécessité, et même si Dieu crée le monde, tout est nécessité quand même. Ouais, donc c'est ça, alors c'est un peu plus compliqué, mais vous verrez que dans l'histoire de la philosophie, il y a, on va dire souvent, il y a la façon dont on doit penser qui est officielle, et la façon dont on peut penser qui est plus ou moins officieuse, comme chez Spinoza, qui a refusé de publier son livre de son vivant parce qu'il voulait pas passer au bûcher. Et surtout qu'il était détesté par tout le monde, à tort ou à raison, à tort à mon avis, parce qu'il mettait beaucoup de choses en cause. Il disait bah Dieu existe mais il est quand même nécessité. Ah bah ça c'est pas possible parce que justement Dieu est un homme bon, comme le dit Aristote, et de toute façon il crée le monde parce c'est un mec bien quoi, il est un mec sympa. Hein, il va faire le plaidoyer de Dieu, mais c'est un mec cool quoi. Jésus c'est un mec cool à ce que je sache, et c'est le fils de Dieu. Si le fils de Dieu il guérit les aveugles et les handicapés, alors Dieu qu'est-ce que ça doit être quoi. C'est vraiment un mec sympa, mais il a le choix et puis il se dit allez je suis un mec sympa alors j'ai créé le monde. Voilà. Et tout ça, c'est des débats qui vont sans cesse revenir dans l'histoire de la philosophie. Et toujours, tout revient à l'idée de nature. Comme j'avais eu ça, je me souviens, au bac de français, je crois, ou ouais, au bac de philo, je sais plus. C'était débat entre Rousseau et Voltaire, à savoir, non, c'est pas Rousseau. Enfin bon, Rousseau et je sais plus qui, à savoir, est-ce que l'homme à l'état de nature est-il bon ou mauvais? Eh ben, justement, tout part de conception purement métaphysique, savoir si Dieu crée le monde et Dieu est parfait, l'homme est parfait, donc il est bon, puisque Dieu, en plus de sa perfection, a forcément toutes les qualités, dont la bonté. Alors on pourrait dire, ah, mais s'il a toutes les qualités, il a aussi la méchanceté, donc l'homme est aussi méchant. Alors on dit, non, mais Dieu est un mec bon, puisque s'il avait le choix de créer le monde, il a créé le monde, et comme il a créé le monde parce qu'il avait le choix et parce que c'est un mec bien, et ben dans ce monde, il y a mis toute sa bonté, et donc l'homme a l'état de nature, et il est bon. Ben oui. Et donc vous voyez tous ces débats qui ont l'air de rien comme ça, après, il y a beaucoup de décisions politiques et de réflexions qui sont menées par rapport à des choses aussi simples que ça. Euh, Quelle est la nature de l'homme? Réponse, ni la perfection. Quelle est la nature des choses? Quelle est l'essence de la nature? Ni la perfection, ni la nécessité, mais la complexité. Tout est complexe. Et tout est complexité. Et pour essayer d'annihiler cette complexité, on va faire de la dialectique, justement. On va essayer de pas se rapprocher de la vérité. On va essayer on va pas trouver la vérité, on va pas connaître la nature, on va essayer de découvrir la complexité de l'essence de la nature du monde, vous voyez. Et c'est dans la complexité, et si tous vos problèmes au quotidien et voilà, tout ce que vous pouvez penser, faire, aimer, etc., tout va se retrouver dans cette complexité. Et puis finalement chez Aristote, et c'est très 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 intéressant Aristote, c'est un peu génial aussi, mais de toute façon, l'essence de la nature, c'est justement, elle nous est inconnue pour la simple et bonne raison que c'est un sujet d'étude, et que le fait que la nature, l'essence du monde nous est inconnue, ou le fait que la finalité du monde, qu'est-ce qu'il y a à la fin, qu'est-ce qu'il y aura dans 5 millions d'années, je veux dire pas à quoi ça sert de vivre, quel est le sens de la vie, la question, justement, le fait qu'il n'y ait pas de réponse, est justement là pour le fait pour qu'on puisse se poser la question. S'il y avait une finalité au monde, et si Dieu avait écrit à un endroit dans le désert, ou je sais pas, ou sur les arbres, chaque fois qu'on passe devant un arbre, Dieu écrit la finalité de l'homme, c'est ça, on ne saurait pas quelle serait la finalité de l'homme. D'ailleurs, non, c'est toujours rien en fait, parce que à 2000 ans plus tard, on est toujours là à se poser des questions. Et justement, c'est le fait de pouvoir se poser la question qui est intéressant. C'est pas le fait de pouvoir répondre, ou alors d'y répondre de différentes façons, mais c'est justement le fait que l'homme, on ne connaît ni l'essence de la nature de l'homme, ni l'essence de la nature du monde, ni l'essence de la finalité du monde, de pourquoi on est là, etc. Comme on ne sait pas tout ça, eh bien justement, c'est un sujet d'étude, et c'est justement ça l'intérêt de ne pas savoir, c'est qu'on va pouvoir philosopher par rapport à tout ça. Et donc justement, le fait de ne pas avoir de réponse, est justement la réponse, si vous voulez. C'est-à-dire que le monde n'est pas absurde, le monde a l'air absurde pour qu'on puisse se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il a l'air absurde? Et c'est justement l'intérêt, c'est de pouvoir se poser la question. Et c'est ça le brio, la cause finale là, chez Aristote, et c'est ça le génie d'Aristote, c'est de nous dire mais le monde il est en même temps parfait, en même temps nécessaire, en même temps complexe, et c'est justement parce que tout ça nous échappe et tout ça nous dépasse et tout ça est compliqué et que c'est passionnant à découvrir.
D'où l'idée justement de faire beaucoup de sciences et de passer sa vie à étudier chez Aristote. Alors on pourrait rétorquer, et puis c'est un peu ce que va faire Épicure, que bah, on peut tout simplement vivre. Au lieu d'être là, d'exister, on peut aussi vivre, vous voyez. Vivre des choses, il y a plein de choses à faire justement dans ce monde pour être heureux, pour être, etc. Et comme je l'ai déjà dit, hein, vous partez justement de quelques philosophes grecs et vous avez toute l'histoire de la philosophie qui va découler. Vous avez quasiment déjà tout compris à Kant, tout compris à Hegel. Euh, je veux dire, avec ces simples idées-là, toutes simples, hein, qui vont être prises, vous avez compris toute l'histoire de la philosophie, je dis Rousseau, Voltaire, de tous ces gens-là, vous avez déjà bien saisi les problématiques sur qu'est-ce que la nature, etc. Puis je vais vous proposer un petit exercice intellectuel, puisque j'imagine que ça pourrait vous intéresser. Pour essayer de rentrer dans une pensée dialectique, on va se poser une question toute simple. Je ne vais pas y répondre, je vais juste vous la poser. Quelque chose qui a l'air impossible comme ça, et comme des tas de choses nous ont l'air impossibles finalement quand on a le malheur de réfléchir et de pas assez réfléchir. Qu'est-ce qu'une centrale nucléaire bio? Voilà. Posez-vous cette question-là. Qu'est-ce qu'une centrale nucléaire bio? Comment pourrait-on faire une centrale nucléaire bio? Je vais vous poser l'équation du problème. Les meilleures éoliennes à l'heure actuelle, celles qui font 100 mètres ou 120 mètres de hauteur, elles donnent à peu près 6 mégawatts. 6 mégawatts quand le vent tourne, hein, attention, c'est pas 6 mégawatts tout le temps, donc c'est pas une énergie qui est extrêmement fiable, mais c'est à peu près 6 mégawatts que ça donne. Une centrale nucléaire, quand c'est bien fait, ça donne, par une tranche de centrale nucléaire, ça donne à peu près 1500 mégawatts, sachant que souvent dans une centrale nucléaire, vous en avez 2, 3, 4, donc ça fait très rapidement 6000 mégawatts. Vous voyez, vous avez un rapport de 1 pour 1000, c'est ça, 3-0. Vous avez à peu près un rapport de 1 pour 1000, donc 1000 éoliennes pour faire une centrale nucléaire moderne avec 4 tranches. Voilà, réfléchissez sur ce problème-là et dites-vous que on veut la puissance de la centrale nucléaire, on veut le fait que l'énergie soit produite en continu et on veut cette puissance, on en a besoin pour faire tourner notre ordinateur, le micro qui est devant moi, etc. Mais en même temps, je veux pas des déchets radioactifs. Alors j'ai des tas de choses et des éoliennes qui vont me produire quelque chose comme 6 mégawatts. Vous avez des champs de panneaux photovoltaïques qui ont le problème de pas fonctionner la nuit, mais qui produisent un grand champ, 300 hectares, ça fait à peu près, ouais, ça va faire 300 hectares c'est beaucoup, mais ça fait à peu près 350 mégawatts. Vous voyez combien il en faut pour faire une centrale nucléaire, sachant que justement mes photovoltaïques fonctionnent pas la nuit, etc., etc. Comprenez la complexité d'un problème. Là, on parle d'écologie, mais tous les problèmes sont justement sont dans un flux constant de complexité absolue. Et justement, si on veut résoudre le problème de l'écologie actuelle, très simplement, pondez-moi technologiquement, intellectuellement et moralement, et tout ce que vous voulez d'ailleurs, éthiquement, pondez-moi la centrale nucléaire bio. Et vous allez voir que si vous commencez à comprendre les données du problème, eh bien, normalement, ça se met en ébullition tout de suite, et vous allez commencer à réfléchir sur un sujet que si vous arrivez à le résoudre, que ce soit enfin, philosophiquement c'est bien, mais technologiquement aussi, ça serait très très bien, eh bien, vous avez gagné le 21e siècle. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, et puis on se revoit bientôt pour parler d'Épicure et de Zénon de Cityon.